Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le Bon MJ. On se retrouve une fois de plus en soirée pour discuter de jeux de rôle et en particulier de donjons. Pourquoi faire des donjons? Qu'est-ce qu'un donjon? Je pense que chacun a sa petite idée, mais on va la changer, cette petite idée, peut-être. On l'espère. Du coup, première chose, chacun va pouvoir se présenter en commençant par le haut. Donc, Chouibidi, je te laisse la parole. Du coup, voilà, moi c'est Choubidi. Je fais du jeu de rôle depuis une dizaine d'années à peu près, et MJ depuis 6 ans. Ouais, alors moi c'est Dragan, je fais du jeu de rôle depuis le milieu des années 85 et puis en ce moment je m'éclate à l'écriture d'un jeu de rôle d'exploration historique qui s'appelle Le Fil d'Argent. Donc, bonsoir tout le monde. Moi c'est Killer Clown. D'autres me connaissent sous le nom de Solo Flow parce que c'est ce que j'utilise quand je suis sur scène ou quand je fais de l'actual play. J'ai commencé le jeu de rôle il y a 25 ans et je suis venu au donjon avec Donjons et Dragons 3 et 5. C'est vraiment avec Donjons et Dragons 5 que j'ai le plus mis l'œil sur le donjon et puis toute la branche OSR m'y a amené. Et j'ai un blog où j'écris pas mal de choses en anglais et dont des choses OSR, donc avec des tableaux, des tables aléatoires, mais j'ai pas encore mis de donjon sur mon site, sur mon blog. Ça marche. Et bah du coup, je vous propose qu'on fasse un premier tour de table où chacun peut dire très très largement, enfin peut définir un peu ce qu'il aime bien dans les donjons. Qu'est-ce qui fait la différence entre faire des donjons et faire juste du jeu de rôle? Qu'est-ce qui définit en fait pour vous le donjon déjà? Et pourquoi vous aimez ça? Donc on va refaire le même tour de table en commençant par Shwibidi du coup. Du coup, voilà, moi ce que j'aime bien dans les donjons, c'est que ça apporte un peu plus de variété par rapport à ce qu'on fait en dehors, c'est-à-dire toutes les rencontres sociales, toutes les actions, les enquêtes, tout ça. Et en fait, ça apporte un cadre un peu plus restreint où on va avoir des parties plus centrées sur le jeu, donc des énigmes, des combats, des mécanismes à activer. Donc voilà, c'est vraiment que ça apporte vraiment une toute nouvelle façon de jouer. Du coup, Dragan. Ouais, ce qui est intéressant dans ce que vient de dire Chouibidi, c'est que le donjon tel qu'il le décrit, c'est pas la norme. Ça devient un peu la cerise sur le gâteau, le truc rare, alors que quand moi j'ai commencé à jouer avec ADD, le donjon c'était la norme. On faisait que ça. C'est-à-dire que nos personnages, ils rentraient dans des donjons, on avançait à tâtons, on avait des coffres qui nous procuraient de la magie, des trésors, mais c'était vraiment le clair des scénarios, c'était ça. Alors à bas niveau, les donjons, c'était des kobolds, des gobelins, et à haut niveau, c'était des géants. Je me rappelle d'un scénario en 3 parties de ADD, où premier scénar des géants, deuxième scénar d'autres géants, et troisième scénar des titans. Juste, je fais un peu le parallèle qui est marrant. Et du coup, moi, les donjons, ce que ça m'apporte en fait un peu de souvenirs et de la nostalgie, sachant que quand maintenant je joue à des donjons, ce qui m'intéresse, c'est le côté fictionnel, dans le sens qu'un donjon, ça devrait être dangereux. On peut faire des donjons en mode Nullbuck, où on se tape des barres, où à un moment on va trouver un prisonnier et puis ça devient le porteur de sac à dos. Mais ça, je suis passé par là à une époque, mais ça m'intéresse plus. Ce qui va plutôt me brancher, ça va être des donjons qui soient hardcore, qui soient difficiles, où il y ait un vrai danger. Mais je pense qu'on aura le loisir de revenir sur ce genre de thématique un peu plus tard. Ok, ok. Du coup, Killer Clown. La cerise sur le gâteau, du coup, le donjon, qu'est-ce que c'est? Pour moi, le donjon, c'est en fait un sous-genre de l'aventure en jeu de rôle. Donc l'aventure en termes général et je vais voir des sous-genres différents. Et pour moi, le donjon va être un de ces sous-genres, comme on peut avoir une aventure qui va être de l'exploration sociale dans une ville où il va falloir faire discuter avec machin, avec machin, avec machin, ou alors un truc qui va être plus centré sur les personnages, etc. Donc ça va être différents sous-genres de l'aventure en jeu de rôle. Et pour moi, donc le module de donjon, ça va être un sous-genre à soi. Et donc, ça peut s'intégrer dans une campagne en plus. On peut faire une campagne où il n'y a que des donjons, mais on peut aussi, comme le disait Dragan, avoir la cerise sur le gâteau avec le donjon du boss à la fin de l'aventure.
c'est aussi une possibilité, mais il y a aussi la possibilité de faire que du donjon et ça marche aussi, quoi. Et personnellement, je trouve que c'est quelque chose de différent d'un point de vue écriture et d'un point de vue lecture, préparation par rapport, aux autres types d'aventures ou sous-types d'aventures. Mais c'est intéressant aussi, quoi. C'est juste différent, quoi. Hmm. Moi, je trouvais que c'était intéressant ce que tu disais au début, Chouibidi. C'était qu'en gros, c'est une sorte d'espace un peu plus conscrit par rapport à... Enfin, circonscrit plutôt. Conscrit. Plus circonscrit par rapport à... On pourrait dire à... Je vais utiliser un terme de jeu vidéo qui se prête pas forcément, mais au côté un peu open world. Genre le donjon, c'est un peu... Des fois, on a l'impression que c'est un peu l'opposé de la liberté, parce qu'il y a des gens, ils vont dire le jeu de rôle, c'est le jeu où tu peux faire tout ce que tu veux. C'est un peu des fois une définition qui est donnée, qui est pas complètement fausse, pas complètement vraie. Enfin, ça dépend, comme bien souvent. Et c'est vrai que le donjon, pour moi, c'est ça, c'est genre, c'est pas forcément linéaire. Enfin, si c'est linéaire, mais ça peut être, il peut y avoir plusieurs lignes différentes, quoi. Mais ça reste linéaire. Et c'est l'occasion, effectivement, en fait, de contraindre un peu plus le jeu pour pousser à une créativité différente. Si je suis dans une aventure, on me dit juste qu'est-ce que tu fais, on me pose un problème, on me dit qu'est-ce que tu fais, et que genre j'ai 1 milliard de solutions pour le résoudre, que j'ai un monde entier qui s'ouvre à moi. C'est pas pareil que si je suis dans une pièce, que j'ai genre 2-3 éléments avec lesquels je peux jouer. C'est un peu comme un exercice un peu contraint. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais moi c'est ça que je vois dans le donjon. Au-delà de l'aspect dangereux et tout. Moi, je dirais bien, pour revenir sur ce que tu disais sur le jeu vidéo, le donjon, c'est un peu une instance dans un truc open world. D'ailleurs, quand tu regardes bien les instances à World of Warcraft, c'est souvent des donjons. Hmm. Tout à fait, ouais. Alors après, il y a aussi ce côté dont tu parlais, Dragan, le côté à l'ancienne, genre où aussi tu trouves des trésors et tout, donc il y a en plus une sorte d'imaginaire qui est véhiculé derrière. Genre, c'est-à-dire, quand tu dis aux joueurs, là, vous allez dans le donjon, d'un seul coup, le donjon, il aura beau être tout pourri et faire une salle, dans leur tête, ils sont en train d'entrer dans un nouveau monde. Il y a un peu un truc comme ça aussi. Il y a à la fois le côté un peu mythe et un peu le côté niveau, quoi. Vous avez des... Qu'est-ce que vous aimez en particulier dans le donjon? Il y a des donjons dont vous avez des souvenirs comme ça, qui étaient bien foutus, je sais pas, que vous avez fait ou qui sont du commerce, hein. Faut peut-être faire un tour de table, en recommençant par Chouibidi. Alors du coup, moi, il y a un donjon que j'avais fait jouer, et qui m'a beaucoup plu. Et en fait, c'est un donjon qui était censé se passer dans une ville un peu cyberpunk. Et au sous-sol de cette ville, il y avait un ancien métro. Et donc, au début, les joueurs savaient pas que c'était un métro. Et tout en explorant un peu au fil des stations, ils voient qu'il y a d'anciennes rames. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est que sous chacune des stations, au-dessus de chacune des stations, il y avait des secteurs de la ville d'en haut. Et en fait, c'était un peu lié. Donc, il y avait à la fois ce côté de se repérer à l'intérieur du donjon en se basant sur ce qu'il y a dans la ville, et ensuite essayer de découvrir les secrets de la ville que les gens envoient au sous-sol et qui en disent beaucoup un peu. Donc ça faisait aussi un petit lien entre le donjon et le jeu qu'ils font habituellement, normalement. Ça, c'est vachement cool, ça fait penser à la notion de méga donjon. Genre, tu sais, le truc, tu vas pas le faire en une fois, c'est un élément vraiment de l'univers. Et ce qui est pas mal, c'est que ça fait penser au système aussi d'un peu de fast travel dans les jeux vidéo. Sauf que là, pour le coup, c'est pas le cas, parce qu'en fait, quand tu vas dans le donjon, au contraire, tu galères. Mais c'est un peu ce truc, genre, t'as le monde du dessus, le monde du dessous, et genre, tu peux utiliser ces deux strates. Je trouve que l'idée, elle est assez cool. Et t'as déjà... Donc, comment dire, tes joueurs, ils y retournaient souvent, et genre, il y avait beaucoup d'épreuves dans le métro. Ça se passait comment? Déjà, est-ce qu'il y avait un vrai plan du métro avec des salles comme on imagine souvent les donjons? Genre, c'était géré de manière plus narrative, sans plan très précis, etc. Alors, il y avait un plan, mais le plan était très basique. C'est vrai que le but, c'est surtout que les joueurs utilisent un peu comment on appelle ça? En fait, c'est la carte mentale. La carte mentale, ok. Qui Ouais. se font. Donc voilà, après, non, ils y retournaient pas souvent, c'était censé être utilisé en une fois. Mais après, voilà, quoi, le donjon ne disparaît pas, surtout s'il est en dessous de la ville, donc il y a toujours possibilité d'y retourner. Toi, Dragan, t'as un souvenir comme ça? Alors, c'est pas mon meilleur souvenir, mais je pense qu'on peut pas faire une table ronde sur le donjon sans parler du donjon le plus célèbre qui s'appelle Tomb of Horror,
C'est un donjon qui a été écrit par Gary Gygax, donc, le créateur de Donjons et Dragons. La première version de Tomb of Horror, c'était un truc de 12 pages. Après, il y a eu d'autres versions, je crois, sur toutes les éditions de Donjons. Et l'intention du scénario, c'est vraiment de tuer les personnages. C'est une forme de gag. Et dans ce donjon-là, en fait, il y a des tas de situations qui sont totalement TGCM, où un personnage se retrouve téléporté dans une salle et toutes ses affaires sont téléportées dans une autre. Et donc, quand on est au niveau, quand on n'a plus d'objets magiques, plus rien, et qu'on est à poil, ça peut devenir compliqué. Donc ça, ce scénario-là, Tomb of Horror, malgré toute l'affection qu'on peut avoir pour Gary Gygax, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, c'est un scénario qui est très souvent détesté par la communauté rôliste, parce que vraiment, il y a des tas de trucs qui sont un peu tordus. Il y a des pièges, il y a même un moment, en fait, le principe, c'est d'aller dans le tombeau d'une liche qui s'appelle Aseраrak, je crois. Et à un moment, il y a, je crois, un endroit où on est face à une liche, mais c'est pas une vraie liche, c'est une liche, enfin, c'est un squelette tout pourri avec une petite voix. Et on croit qu'on a réussi, on sort, et en fait, on n'a pas fini le donjon, on n'a pas les trésors. Il y a un autre endroit où le personnage le plus fort du groupe se retrouve possédé. Et donc, du coup, tu joues plus ton personnage est la propriété du MJ, qui va commencer à tabasser les autres. Et donc, il y a des tas de trucs, mais ils sont vraiment tordus. Donc, c'est un mélange entre Saw, les films, et voilà. Donc, c'est vraiment le donjon ultime. Maintenant, c'est pas un super souvenir de jeu, mais ça mérite d'être lu, d'être regardé, ça se télécharge, enfin, ça se trouve très facilement. Et sinon, j'ai un autre souvenir de donjon qui était bien plus intéressant où ça ressemblait pas à un donjon, parce que finalement, un donjon, c'est quelque chose de, effectivement, dans un univers qui est restreint, qui évite d'avoir les personnages qui puissent partir n'importe où, éviter de faire demi-tour. Je reparlerai un peu plus tard de comment on fait pour éviter que les joueurs fassent demi-tour. Et ce scénario-là marchait bien, dans le sens où le pitch était d'amener quelque chose à une famille, en l'occurrence, c'est le cercueil de quelqu'un, on l'amène à sa famille, à la place des personnes qui ne sont pas capables de continuer à le ramener à sa demeure. Et en fait, quand on arrive là-bas, les personnages sont hébergés pour la nuit, sauf que dans la nuit, il se passe des tas de trucs, et on est arrivé au milieu de la nuit, et la maison est devenue un piège. Et donc, pour trouver l'issue de ce piège, il faut aller retrouver le gars qui est responsable de tout ça, qui n'est nul autre que celui qui était dans le cercueil, qui avait un sortilège pour se faire passer pour mort. Il a fait une malédiction, et son pitch, c'est de vouloir se venger de toute sa famille. Sauf que toute sa famille est donc maudite. Ils sont transformés en espèce de macabées zombies. Mais les personnages qui sont les joueurs ne faisant pas partie de la famille, eux ne sont pas des zombies. Et donc, tous ceux qu'on a vus la veille au soir sont devenus des ennemis et rien ne va, il pleut partout, c'est l'enfer, tous les cas de la région sont là. Donc, c'est un donjon, c'est une forme de prison, mais tel que c'est pitché, pas forcément de la façon dont je vous le raconte, mais on n'a pas le sentiment que c'est totalement scripté. Mais en fait, c'est relativement fermé. Et il y a un autre donjon qui apparaît dans les trains, c'est Alien. Dans Alien, c'est pas les personnages qui vont dans la demeure de quelqu'un, c'est la créature qui rentre dans le Nostromo. Et finalement, c'est un donjon. Il faut transpirer, pour ne pas dire on serre les fesses. Il y a un danger terrible, des tas de personnes meurent, mais finalement, c'est un donjon. Et comme ça avait été dit tout à l'heure par Shwibidi, il y a assez peu de phases sociales. Alors, souvent dans les donjons, quand on trouve quelqu'un qui est prisonnier, il y a des joueurs qui veulent le libérer et d'autres qui lui font pas confiance. Et donc, c'est souvent le même joueur qui ne fait jamais confiance à personne et qui, à un moment, va dire: «Ah, j'avais raison, hein, fallait m'écouter». Voilà, bon, je me disperse, mais c'est des tas de souvenirs Le de donjons. complotiste qui, tu sais, il est sur toutes les théories en même temps, et le jour où il y en a une qui se valide, il fait qu'est-ce que je vous avais dit. Voilà. Ouais, c'est la posture de «je fais confiance à personne». Mais c'est intéressant, moi j'aime bien quand t'as parlé de Tomb of Horror. J'y ai pas joué et tout. Et c'est vrai que de l'extérieur comme ça, on se dit juste que c'est pourri, genre parce que tout est mortel en fait. En fait, ce que je trouve assez cool, c'est que, enfin, en fait, je pense que ça vient d'une époque où déjà, par exemple, si tu prends d'autres jeux, comme les jeux vidéo, je pense qu'il y aura beaucoup de parallèles avec les jeux vidéo. C'était une époque où le jeu vidéo, c'était le die and retry, tu vois. C'était, tu jouais sur des consoles, enfin des trucs, t'avais pas de sauvegarde, tu recommençais tout le temps le même truc et c'était super punitif. Et au final, il y a de moins en moins ça à plein de niveaux. On essaie de plus en plus d'enlever la frustration du jeu.
Et en fait, c'est un peu les goûts et les couleurs. Mais t'auras toujours des gens pour jouer, par exemple, à Dark Souls, tu vois. Où genre, des fois, t'entres dans une pièce, tu meurs, et c'est que la deuxième fois que t'entres dans la pièce. Ou alors, quand tu commences à comprendre la logique du jeu, et à quand est-ce qu'il va essayer de te piéger, que tu vas commencer à esquiver les pièges par avance. Donc, en devenant un peu parano, finalement. Et c'est peut-être ça aussi, le réflexe de « je fais confiance à personne », c'est parce que t'as fait plein de Ouais. donjons où, en fait, Sauf que, dès qu'il y avait une sauf que soi-disant bonne nouvelle, c'était une mauvaise nouvelle. dans Tomb of Horror, il n'y a pas de retry parce que ton personnage il meurt, il est souvent désintégré. Donc première salle, tu n'as plus tes vêtements. Deuxième salle, tu es téléporté ailleurs. Troisième salle, ton personnage change de sexe. Donc voilà, les personnages passent leur temps à prendre des tartes. Et quand tu as passé, je sais pas, 3 ans ou 4 ans ou 5 ans à amener ton personnage au niveau 12, en tout cas, c'est comme ça que ça se passait sur les anciens systèmes de jeu. Aujourd'hui, la progression pour l'expérience est quand même beaucoup plus rapide. Ça peut faire l'objet d'un autre sujet. Mais quand ton personnage meurt après s'être fait fouetter à plusieurs reprises, oui, je comprends que les gens puissent être en colère. Et le Ouais. pire, c'est que ce module était considéré quasiment comme un rite de passage pour tous les rôlistes, pour tout le monde qui joue, pour tous les joueurs de Donjons et Dragons. Il fallait l'avoir joué à un moment ou à un autre, cette tombe des horreurs. C'est assez terrible à ce niveau-là, que on considérait d'un côté que elle est vraiment dure, elle est vraiment violente, elle est vraiment punitive, elle est vraiment méchante, mais que quand même, il fallait l'avoir joué. C'est quand même assez terrible. Sauf que ça va en fait titiller l'ego du joueur ou des joueurs qui vont se dire, nous, on va y arriver. Sauf qu'il y a des trucs qui sont tellement tordus, tu peux pas y échapper, quoi. C'est vraiment le moment où genre c'était très très challengeant, plus que l'histoire, ce qui se comptait, c'était de surmonter des épreuves, quoi. Mais du coup, je pense qu'il y a du bon à prendre dans ces trucs-là, que tu peux très bien donner des signes annonciateurs à tes joueurs, attention et tout, ou alors partir du principe dès le départ que le but du jeu c'est pas tant de faire une histoire avec son personnage, mais tout ça c'est, enfin que c'est pas de pas faire une histoire avec son personnage, mais de pas particulièrement s'attacher à ton personnage et de l'imaginer devenir le champion du monde. Non non, c'est ton sixième personnage qui sera comme ça, d'accord? C'est un peu ça l'idée. Je pense que ce qui est bon là-dedans, c'est que un donjon, c'est souvent dans le récit un endroit très dangereux. N'y allez pas. Sauf que un personnage qui ferait plusieurs donjons dans sa vie, à qui on a dit 4 fois n'y allez pas, et à chaque fois qu'il y allait, il est sorti de là, tout le monde en vit, avec des objets, du matos, des points d'expérience, de la richesse, finalement, ça devient du vent, quoi. Donc, à un moment, un donjon qui est réputé difficile, où des tas d'aventuriers sont déjà venus, personne n'en est ressorti, eh ben, il faudrait vraiment respecter la note d'intention où vous y allez, ça va mal se passer, vous allez souffrir et il y aura des morts. Sinon, de mon point de vue, en tout cas, c'est pas vraiment un donjon. Et d'ailleurs, les donjons, je sais pas si vous connaissez la bande dessinée Croque-le-Beau, c'est un truc assez culte, mais qui date quand même. C'était une BD qui s'intéressait à la vie des gobelins, des orques, des trolls, etc., dont la seule occupation dans la vie, c'était de rester dans une salle à attendre que des personnages viennent les défoncer. Donc c'est assez drôle, il y a beaucoup de clichés, mais voilà, les donjons, c'était le quotidien du JDR il y a pas si longtemps, en fait. Enfin, de mon point de vue. En fait, et après je passerai la parole à Killer Clown, mais le truc du mec qui survit à tous les donjons, tu vois, après il a le biais du survivant, et c'est pour ça qu'une fois qu'il meurt dans un donjon, il est frustré, tu vois. Alors que tous les autres, ils font, mais mec, nous on est mort des centaines de fois, tu sais. Du coup, Killer Clown, est-ce que toi t'as un donjon auquel tu penses, quelque chose comme ça, qui t'a marqué? Alors moi, qui m'a marqué en particulier, il y a un donjon que j'utilise en fait quand on me demande la première fois, des gens qui veulent jouer la première fois à Donjons et Dragons, bah, je leur propose un donjon parce que l'air de rien, je vais pas au niveau 1 leur proposer un dragon et que comme ça s'appelle Donjons et Dragons, il faut que je propose un donjon, quoi, c'est normal. Donc celui que moi j'utilise, ça s'appelle Tower of the Black Pearl. C'est un donjon qui a été écrit par Arlestro, si je me souviens bien, qui est un donjon assez simple et qui est assez linéaire. Et en soi, bon, bah, pour des débutants, c'est pas trop grave parce que bah, c'est leur première expérience, donc ils connaissent pas forcément. Et ce qui est amusant avec ce donjon, c'est que je l'ai fait jouer avec 3 systèmes de jeu différents et j'ai eu des expériences complètement différentes de ce donjon à chaque fois. Ce que j'aime particulièrement dans ce donjon, c'est que ben,
On s'imagine bien Tower of the Black Pearl, c'est une histoire de pirate, quoi. Donc il y a toute une ambiance pirate qui est sympa à mettre en place et qui est présente. Et à côté de ça, il y a énormément de choses à manipuler dans le donjon. Et quand je dis à manipuler, c'est à interagir, quoi. Donc t'as pas juste des monstres à tuer ou des pièges à résoudre, même s'il y a ça, des énigmes, il y a tout un mélange et il y a plein de choses à faire. Et il y a une salle qui ne sert à rien d'autre qu'à manipuler et à se rendre compte qu'il y a des trucs à faire, quoi. Et que ça peut avoir en plus une grosse influence sur le reste de l'univers. Et personnellement, je l'aime beaucoup celui-là de module. Et je le conseille d'ailleurs, il est assez facile à trouver, il coûte pas cher sur DriveThru et il est très bien. C'est intéressant ce que tu as dit sur le truc de manipuler des trucs, parce qu'effectivement, je trouve que ça aussi c'est rigolo, c'est que le donjon c'est un bon endroit pour faire des sortes de zones d'expérimentation. Genre, si t'as pas envie que les PJ ils aient un objet méga fort, tu vois. Mais que pourtant tu te dis, ce serait cool une fois qu'il y a un truc à la Portal où ils peuvent créer des portails et faire un peu n'importe quoi, tu peux très bien te dire que c'est un truc qui marche que dans un donjon, tu vois. Genre, créer comme ça des sortes de sous-univers où les règles sont pas les mêmes et ça change de la campagne de d'habitude. Je trouve que c'est assez intéressant. Je crois que c'est celui qui fait Maze of Wrath. Il avait. Ah, je suis trop nul pour les noms. Badminton? Ouais, c'est ça. Je crois que c'est ça. Celui qui fait Maze Rat, Nave, tout ça. Je crois qu'il y avait un donjon où à l'intérieur, tu as des automates. Et en fait, les automates, ils sont des sortes de dalles qui sont rentrées dans une... comme des disquettes avec des mots. Genre, par exemple, patrouiller ou surveiller, etc. Et en fait, quand tu tues les automates, après, tu peux récupérer les disquettes. Et quand tu croises des nouveaux automates, tu peux changer les disquettes pour commencer à les contrôler et tout. Et je trouve que c'est trop marrant, en fait, comme concept. Donc ça permet un peu comme ça de faire des trucs de game design un peu différents, quoi. Enfin, game design, c'est peut-être un gros mot, je sais pas. Est-ce que, est-ce que vous avez un truc à ajouter là-dessus? Tu veux dire par rapport au fait d'ajouter des mécaniques spéciales dans les donjons? Bah complètement, ouais. En fait, c'est vraiment non seulement l'occasion d'apporter un peu de renouveau aux joueurs, mais ensuite vraiment de tester plein de situations que tu peux pas vraiment faire. Je sais pas, par exemple, ton exemple de manipuler des espèces d'automates en fait complètement partie. Ça peut être une modification des joueurs en eux-mêmes. Ils peuvent devenir minuscules, ils peuvent se transformer en monstres, ils peuvent jouer un peu dans un monde virtuel. Donc tout ça justement pour apporter des choses que tu peux pas faire en dehors du donjon, parce que sinon ça foutrait complètement le bordel à tout le système de jeu, à tout le reste. Donc c'est clairement l'occasion de le faire. Un deuxième donjon que je conseillerais aussi, c'est celui-ci, Tomb of the Serpent King. Oh, voilà, Tomb of the Serpent King de Scarpless, qui est une introduction à comment je maîtrise un donjon donc pour la partie MJ, et qui de l'autre côté a un côté très didactique pour apprendre aux joueurs à comment jouer un dragon. Un, pas un dragon, un donjon justement. Et franchement, je vous le conseille. En plus, il est gratuit, il est libre de droit, et donc il a été traduit en français. Donc je pense que c'est la tombe du serpent roi ou des rois serpents ou quelque chose dans le genre. Et c'est un très très bon donjon, très très didactique, avec aussi pas mal d'interactions et qui est bien foutu, quoi. Ça vaut franchement le coup d'y jeter un œil. Si vous voulez vous lancer dans le donjon en tant que genre, c'est une très bonne introduction. Alors à propos de game design, il se trouve que j'ai participé à des playtests d'un jeu de Sébastien Delfino qui n'est pas encore sorti, qui s'appelle L'ombre du donjon. C'est un jeu de rôle dans lequel on joue des mercenaires, et ces mercenaires, ils ont des forces et des défauts, et pour ne pas dire des fêlures ou des fractures. Et ces mercenaires sont les types pas recommandables. C'est-à-dire que dans le pitch, ils ont des griefs entre eux, leur faction de mercenaires survit tant bien que mal et leur chef les envoie chercher quelque chose dans un endroit dont ils ne savent pas grand-chose. Et l'intérêt de ce jeu, c'est pas seulement de combattre une opposition classique, donc des pièges, des gardiens, effectivement manipuler des trucs pour activer des passages, trouver des portes, éviter les coffres piégés, etc. L'intérêt, c'est l'interaction qu'il va y avoir entre les personnages. C'est-à-dire que dès le départ, on choisit dans le groupe quelqu'un qu'on aime et quelqu'un qu'on n'aime pas. Et chacun le fait. Et du coup, ça crée des tensions entre eux. Et ça revient finalement à ce qu'on peut voir dans certaines fictions, dans certains films, où on a des gars qui vont chercher quelque chose,
mais il y a la tension entre eux. On sent bien qu'ils ont des colères, des griefs, et que peut-être il y en a un qui va en trahir un autre. Et ce jeu, en fait, il inclut ce genre de démarche, d'où le titre L'ombre du donjon. Et l'ombre, c'est pas que le donjon, le danger qu'il représente, c'est aussi la part d'ombre des personnages. Et du coup, des gens qui vont dans un donjon dangereux, bah, c'est souvent des types qui ont plus grand chose à perdre. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut accepter parce que aller dans un donjon dans lequel on a un personnage dont l'objectif, c'est par exemple d'ouvrir une fromagerie, ça va pas le faire. Et lui, il va pas s'amuser. Et puis, dès qu'il va pouvoir, il va sortir du donjon dès qu'il aura perdu quelque chose, quoi. Donc, c'est assez cool comme approche. Et ce que j'aime bien dedans, c'est qu'effectivement, ça rejoint un aspect fictionnel réussi. Pour moi, un jeu de rôle, que ce soit donjon ou autre chose, il faudrait que ça puisse ressembler à une histoire que j'aimerais voir à la télé. Puis, bah, l'avantage en jeu de rôle, c'est qu'on est dans l'histoire. Et voilà, une petite parenthèse. Alors, c'est pas une page de pub pour ce jeu, mais je pense que c'est quelque chose à suivre et voir ce que ça peut donner. Bah, Moi, je tant... suis quand même pas tout à fait d'accord avec toi sur le coup de la fromagerie. Je pense que quelqu'un qui veut ouvrir une fromagerie, il a de bonnes raisons d'aller dans un donjon. Et ne serait-ce que parce que le donjon, il est sur la route entre l'endroit où lui, il a sa bergerie et l'endroit où il fait ses fromages. Donc quelque part, il faut juste lui donner la bonne raison à ton fromager de vouloir descendre dans le donjon. Mais je pense que quelqu'un qui veut ouvrir une fromagerie, ça peut être un axe fort pour un personnage qui va dans un donjon. Bah, quand tu commences à utiliser du lait de dragon et tout, directement, ta fromagerie, elle est propulsée, hein. T'as quand même un bon truc pour te différencier de tous les fromagers du royaume à côté. Mais La fromagerie, c'est effectivement un running gag. Je pense que tu as peut-être eu la référence. Il y a eu des articles de PTG BTB, qui sont les traductions, qui parlent du personnage qui, à un moment, décroche du scénario et du pitch, ou qui dit bah, moi, mon objectif, c'est d'être paysan. J'ai trouvé 100 pièces d'or, je n'ai plus besoin, je m'en vais. Euh, et le coup du fromager, enfin du personnage qui voudrait ouvrir une fromagerie alors que les autres sont là pour trouver un trésor, se prouver quelque chose, ça peut faire tâche. Donc c'est comme imaginer un film comme les Expendables où ce qu'ils font est dangereux, ils sont blessés, ils sont très blessés, mais ils vont continuer, ils vont pas s'arrêter. Et là, un joueur qui serait à fond dans son personnage et qui veut ouvrir une fromagerie, parce qu'une fromagerie, il faut peut-être des vaches, il faut pas grand-chose. Donc, si aller à la pièce suivante, ça veut dire aller à une mort certaine et oublier son rêve, il sort. Et les donjons, quand c'est dangereux, où il y a un joueur ou un personnage plutôt qui dit je m'en vais, et ben les autres, ah ouais, mais là, ça devient dangereux. S'il y a un joueur en moins, on va pas le faire. Et donc, le donjon, il peut éclater. Donc, il y a peut-être des garde-fous à prévoir là-dessus il faut surtout que pour éviter qu'un donjon préparé soit abandonné. Et de les la même joueurs ils soient ok manière, pour jouer du ouais, donjon, quoi, déjà. Parce que alors il faut effectivement qu'il soit OK. que tu sois C'est pour fromager ça que ou qui que soit d'autre, il faut juste que le joueur, finalement, il joue le jeu, quoi. c'est En ça. fait, c'est ça aussi. Parce que c'est là où je suis pas à 100% d'accord, dans le sens où, moi, perso, enfin, je fais pas beaucoup de donjons et tout. Mais quand je joue à des jeux comme Macchiato Monster ou des trucs comme ça, où potentiellement il y a des donjons qui sont un peu old school et on peut mourir assez facilement, bah, en fait, dès le début, je dis aux gens, le jeu auquel on va jouer, c'est pas le jeu où ça sert à grand chose de faire le plus gros background et d'essayer de se mettre à fond dans son personnage. C'est un jeu de rôle, un genre de jeu de rôle un peu différent. Parce que, parce que tout simplement, sinon, ça va vous frustrer en fait. Moi, je vais pas avoir envie de vous taper sur la tête. Parce que je sais que vous aurez fait des personnages, vous avez idéalisé votre personnage et ça me fait chier de vous tuer alors que le but du jeu c'est de challenger et peut-être de jouer plusieurs personnages. Et pour vous ça va être naze aussi si vous commencez à vous faire un background de fou. Et donc justement là on fait une sorte de table ouverte, ça commence depuis pas longtemps. Quand t'as quelqu'un qui arrive et qui te dit voilà j'ai envie de jouer ce personnage et qui t'envoie un Word avec plein de trucs, tu fais très sincèrement garde-le pour un autre jeu de rôle. Là, on va tirer au hasard ton personnage. Dans tous les cas,
même si t'as pas d'idée de motivation pour aller à l'aventure, tu vas aller à l'aventure, c'est le but du jeu. Donc c'est même pas la peine de chercher une motivation, t'as qu'à juste me dire je veux partir à l'aventure et on y va. Parce que au moment où je joue à ça, perso, c'est un peu plus second degré en fait. On est plus dans le jeu ludique que dans le jeu de rôle, même s'il y a tout l'aspect jeu de rôle autour. Et je pense que ça peut être un... Pour pas se frustrer, c'est assez important de comprendre ça si on va dans un donjon hyper dangereux. Mais effectivement, comme tu le dis, tu peux aussi jouer les mecs qui font des trucs très très dangereux et que l'axe du jeu ce soit d'interpréter ces gens qui ont plus rien à perdre. Mais je pense pas que ce soit la majorité des gens qui font que la majorité des gens qui font des donjons le fassent pour ça. C'est plus pour le challenge que pour interpréter des mecs qui se mettent en danger. Je sais pas. Dans l'OSR, on dit aussi souvent que le background d'un personnage, c'est 2 lignes sur sa feuille de perso et ce qui se passe pendant ses 5 premiers niveaux. C'est ça le background d'un personnage. Et donc, tu arrives à la table avec 2 lignes et ça suffit largement. Et ensuite, tu vas développer ton personnage au fur des aventures et des donjons qu'il va avoir vécu et survécu. Et donc, s'il meurt au début, bah, t'as pas perdu grand-chose. Et c'est une économie quelque part. Mais on se rejoint, je pense, parce que, comme tu le disais là, Hugo, c'est justement quelqu'un qui aura un personnage qui est extrêmement travaillé. On peut voir que celui-là, dans ce qu'il est par rapport au donjon qu'on propose, il peut y avoir un écart. Voilà, ou si quelqu'un a un personnage qui est extrêmement travaillé et que ses camarades de table, ils veulent juste se marrer, s'il meurt dans un piège, il va pas le vivre de la même manière que les autres, alors que les autres, ça va juste les faire rire. Donc, c'est juste avoir la vigilance pour éviter d'avoir un donjon qui dérape, parce que moi, j'ai participé, donc j'en ai bouffé plein des donjons, et j'ai vu les donjons qui, à un moment, s'arrêtaient parce qu'un personnage est blessé, il dit non, c'est trop dangereux, je m'en vais. Les autres font une conversation de 2 heures à table, si ce n'est plus, on y va, on arrête, machin, et tout le monde s'en va. Donc, le donjon s'est arrêté, et même si on fait partie des joueurs qui veulent continuer, bah, le meneur de jeu ne transforme pas le scénario pour que ça devienne faisable à 2, alors qu'au départ on était 5. Voilà, donc il y a un enjeu, en tout cas une proposition ludique et narrative qui est abandonnée en chemin. C'est juste ça, en fait, d'être clair sur ce qu'on va faire et de faire attention à ce que les personnages le fassent. Ou de la même manière, un truc que moi je trouve dommage dans les donjons, c'est d'avancer dans un donjon et puis d'avoir un personnage, genre le magicien, qui dit: ah là là, stop, j'ai jeté 2 sorts, ok, il m'en reste 12, mais allons nous poser là-bas, je voudrais dormir 8 heures. Et bah, pendant ce temps, bah, on attend, il s'est passé 8 heures, et si dans le scénario il n'y a rien qui empêche ça, bah, on ne peut pas l'empêcher. Mais à l'inverse, si les personnages savent que c'est le donjon du cruel baron Bidule, et que celui-là est sorti pendant 24 heures, et qu'ils ont 24 heures pour rentrer dedans, looter ce qu'ils peuvent, dézinguer les gardes, ben, ils ont 24 heures. Ils sont tenus à ça, parce qu'il n'y a pas intérêt à ce qu'ils soient là quand le baron cruel va revenir, parce que sinon il ne va pas être très content d'avoir des intrus chez lui. Donc ce genre de petits artifices, mais qui sont clairs dans le début, et qui évitent en fait d'avoir une ambiance donjonesque qui devient, j'ai vu Killer Flown réagir, une pause sommeil, parce qu'il n'y a rien y a rien qui a été prévu pour éviter ce genre de truc bizarre. Et ça, dans un film, si ça arrivait, on trouverait ça un peu tarte. Perso, dans l'approche du jeu de rôle, quand ça arrive en jeu, alors qu'on est dans une ambiance qui est censée être difficile, dangereuse, pouvoir dire attendez, stop, on va faire une pause de 24 heures pour récupérer 2 sorts ou boire une potion, je sais pas quoi. Je trouve ça un peu dommage si on veut une ambiance de donjon qui soit un peu intense, un peu dure. Et par design, il y a pas mal de donjons écrits qui font exprès de s'adresser à ces problèmes-là. Donc certains vont dire ah bah l'entrée elle s'est écroulée, hein, il faut trouver la sortie qui est à l'autre bout du donjon. Ça c'est la méthode feignante, mais ça arrive, ça existe. Vous êtes prisonnier dans le donjon, donc vous finissez et vous pouvez pas le sortir. Donc là ton fromager, même s'il a 100 pièces d'or, il peut pas partir. T'en as d'autres, comme celui dont je parlais, Towers of the Black Pearls, qui est en temps limité. Ça, c'est assez intéressant parce que justement, ça pousse à une certaine économie du risque, avec les repos courts, les repos longs, les repos, les retours de magie, les retours de points de vie selon ce qui se passe. Dans Tower of the Black Pearl, c'est une tour qui est
sous la mer. Et une fois tous les 10-20 ans, bah, la mer elle est suffisamment basse pour que tu puisses rentrer en bateau par le dessus de la tour. Et donc, Ok. tu as juste le temps que la marée elle descende et qu'elle remonte, hein, parce que après c'est fini. Donc, faut te dépêcher, quoi. Et ça, je trouve Ouais, que c'est un artifice qui est superbe et qui est extrêmement cool. bien trouvé. C'est chouette. Donc toi, Shubidi, t'as des expériences, des mauvaises expériences de donjons, des trucs. Alors, des mauvaises expériences, généralement, c'est lié à la façon dont le donjon est fait. Donc, ça veut dire si jamais t'as pas prévu une certaine façon de faire et que par définition, le jeu de rôle, comme tu disais tout à l'heure, c'est un peu le jeu où on peut tout faire. Donc, forcément, bah, y a des trucs que tu peux faire et qui ne collent pas vraiment avec le level design que tu as fait. Et ben à ce moment-là, faut savoir rebondir, faut savoir gérer ça. Je parle vraiment du côté du point de vue MJ. Donc si par exemple tu as ta mécanique qui est complètement détruite par une des actions des personnages, ben là aussi il faut savoir rebondir là-dessus, quoi. Sinon, je trouve pour ma part qu'une des grandes difficultés à mettre en place des donjons, c'est de justifier leur existence. Pourquoi est-ce qu'il y a un endroit, il y a visiblement des gens qui ont caché des trésors dedans, ils ont mis des pièges, ok, mais ils ont aussi mis une façon de pouvoir y accéder. Qui fait ça en fait? Et donc, faut trouver une raison. Il faut dire, ok, peut-être qu'ils cherchaient à donner ce trésor aux plus valeureux, aux plus vaillants, ou alors ils voulaient se le cacher pour eux, mais ils ne savaient pas quand est-ce qu'ils allaient revenir. Des trucs comme ça. Je vois ce que tu veux dire. Genre, en fait, t'as pas mal de donjons où t'as des problèmes qui sont tellement inextricables que soit les mecs qui vivent à l'intérieur sont enfermés parce que eux-mêmes ne pourraient plus ressortir, soit le mec, quand il revient, bah, il peut pas passer. Et donc, la solution basique, j'ai envie de dire, c'est de dire ah bah le propriétaire du donjon, c'est un puissant magicien et en fait, lui, il peut faire hop et il peut enlever les pièges et tout. Mais voilà, c'est vrai que ça devient un peu Paranoïaque de surcroît. Ouais, c'est ça, c'est un peu rébarbatif. Est-ce que t'as déjà trouvé des solutions à ce problème, Chouibidi? Enfin, est-ce que t'as des exemples? Pour le premier, ouais, ça m'est arrivé une fois où j'avais prévu un système où les joueurs pouvaient activer des salles virtuelles à l'intérieur d'autres salles. Donc il y avait une partie physique et une partie virtuelle, et en activant un mécanisme, ils passaient dans le côté virtuel de la salle. Et en fait, il s'est passé un moment où ils se sont retrouvés sans le moyen de pouvoir repasser dans la réalité. Et du coup, bah, à ce moment-là, bah, j'ai dû jouer avec ceux qui étaient à l'extérieur, qui retrouvaient un moyen de contacter leurs camarades et de les rapatrier. Et après, je pense que c'est vraiment une question de level design. Faut toujours prévoir quand on se risque à des mécaniques un peu qui risquent de provoquer ce genre de situation. Et ben en fait, il faut anticiper, il faut se dire voilà comment ça pourrait mal tourner et tout faire ça en amont. Et sinon, si c'est après coup, faut savoir faire de l'impro et justifier ça de manière assez logique pour pas que les joueurs voient que le MJ panique parce qu'ils ont complètement détruit sa mécanique. Après voilà, pour la deuxième question, c'est vrai que c'est toujours assez difficile d'expliquer ça. Généralement, quand je fais des donjons, je les fais avec une quête derrière, avec un lore, donc qui justifie ce fait-là. Mais en vrai, je trouve que toutes les astuces qu'ont cité Dragon et Killer Clown, donc typiquement le fait d'avoir le maître le châtelain là, qui part pendant 24 heures et qui revient juste après, ou alors d'avoir le donjon qui finit par couler de lui-même, ça aussi, ça peut être des mécaniques qui justifient tout ça. Ouais, sur le truc des mécaniques que tu prévois à l'avance, et genre les joueurs arrivent complètement à les contourner, effectivement, ça peut être compliqué. En fait, moi, je pense qu'il y a deux... En gros, tu as ces moments où tu as un problème et tu veux vraiment qu'il y ait une solution possible. Donc, on pourrait dire que c'est une énigme, quasiment. Parce qu'une énigme, en général, il n'y a pas 15 000 solutions. Sinon, est-ce que c'est encore une énigme? J'en sais rien, on va pas partir dans le débat sémantique, souvent on se perd. Mais en fait, soit tu crées des problèmes, soit tu crées des énigmes pour moi. Si c'est une énigme, il y a une solution, et dans ce cas-là, ton problème, c'est plutôt quand les joueurs n'arrivent pas à trouver la solution. C'est l'inverse. C'est-à-dire, ils n'arrivent pas à trouver la solution, et tu finis par lâchement dire, bah fais un jet d'intelligence, et t'es un peu dégoûté. Mais c'est pas grave en soi, parce qu'ils peuvent s'être amusés à avoir cherché, et tout et tout.
Et à l'inverse, je pense que pour d'autres problèmes, c'est pas mal de créer des problèmes sans réfléchir à la solution, en fait. De créer genre juste une situation super compliquée, tu balances des objets et tout, et tu dis à tes joueurs, bah voilà, maintenant c'est vous qui vous démerdez avec ça, quoi. Alors c'est marrant parce que je l'ai fait une fois, ça. D'habitude, moi, mes campagnes, mes parties, tout ça, ça se déroule avec des quêtes. Donc une quête, c'est une aventure en fait que les joueurs vont vivre, que ce soit dans une ville, un village, ou alors entre plusieurs villes et villages. Et souvent, bah, c'est soit une enquête, soit une aventure un peu narrative avec plusieurs embranchements. Et il y a une fois où je les ai mis dans une situation assez complexe et j'avais pas prévu de fin. Je me suis dit, je vais les laisser faire et ils vont sans doute trouver une super solution de malade qui arrange tout. Et en fait, non. Donc je pense que c'est un peu casse-gueule comme style. La règle des trois qu'il faut utiliser. La règle des trois, il faut l'utiliser et pas compter sur les joueurs. Parce que autant ils peuvent être géniaux pour te mettre à l'envers ton scénario avec une idée à la con, autant des fois ils peuvent être très très peu inspirés. Ça vaut peut-être le coup d'expliquer la règle des trois, là. Alors, la règle des trois, c'est une règle de design, on va dire de donjon, au départ de donjon, mais qui est pour tous les scénarios où il y a quelque chose d'investigatif. La règle des trois, c'est de toujours mettre trois indices. Donc, si les joueurs trouvent un indice et qu'ils trouvent la solution tout de suite, très bien. S'ils ne trouvent pas la solution tout de suite, qu'ils aient la possibilité de chercher un autre indice et qu'avec deux indices, ils y arrivent. Et que bah, si en plus il y a certains qui n'arrivent pas à trouver d'indices en soi, mais qu'il y en ait au moins trois pour qu'ils aient une chance d'avoir toujours plusieurs indices pour trouver la solution au problème. C'est vrai qu'on a toujours tendance, en tant que, en tant que MJ, enfin, quand tu crées un problème, à te dire que tu as envie que ce problème, tes joueurs sachent le résoudre, parce que sinon ça veut dire que tu as raté ton équilibrage. Il y a plein de gens qui ont peur quand ils font des jeux de rôle, ils se disent mais est-ce que c'est vraiment équilibré? Et en fait je pense que effectivement si tu es dans un scénario, mettons, les joueurs doivent absolument aller dans le donjon. Ils doivent aller dans le donjon, parce que dans le donjon, dans 5 heures, leur ami Gustave, là, il va être jeté dans une marmite et transformé en potion. Effectivement, ça peut être un peu embêtant s'ils n'arrivent pas à résoudre le problème. Mais à partir du moment où tu joues en bac à sable, ce qui est sympa aussi, quand tu joues en bac à sable, genre tu mets plusieurs donjons et tu dis aux joueurs, vous faites ce que vous voulez, c'est que s'ils sont bloqués par un problème et qu'ils n'y arrivent pas, tu peux leur dire, bah c'est pas grave, vous partez, quoi. Parce que ça, c'est l'inverse, c'est quand il n'y a pas la quête qui est censé les pousser. En fait, quand t'as pas, tu penses pas à une accroche tellement forte que c'est obligé que ça se fasse, tu peux très bien leur dire, bah vous partez, et si ça tombe, 3 semaines plus tard, ils reviennent avec un bélier, et la porte qu'il fallait ouvrir avec un Rubik's Cube, elle tiendra pas longtemps. Et donc, après, ça, c'est un autre style de jeu, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres problèmes auxquels vous pensez dans les donjons? Parce qu'il y a un truc qui était marrant, quoi, disait Dragan tout à l'heure, et c'est marrant aussi que Shwipidi ait commencé en disant ça, c'est que pour lui le donjon c'était l'exception, alors qu'avant c'était plutôt la règle. Pourquoi le donjon c'est plutôt l'exception que la règle maintenant, selon vous? Moi, je dirais que ça dépend en fait culturellement. Je pense qu'aux États-Unis, le donjon est toujours la règle. De ce que j'ai eu comme contact avec les gens, alors certes, de moins en moins, et c'est aussi dû aux actual plays comme ceux de Matthew Mercer, donc tout ce qui est Critical Role, etc., qui eux sont peu donjonesques et beaucoup plus d'interaction entre les personnages, même s'il y a des donjons dans ce qu'il fait. Ça a tendance aux États-Unis à reculer un petit peu, mais il y en a encore toujours beaucoup. Tandis que l'aventure, l'histoire, le scénario, d'ailleurs on parle beaucoup plus de scénario ici en Europe, et quand je dis en Europe, pas qu'en France, aussi en Allemagne, c'est le cas aussi. On a une approche en fait scénaristique du jeu de rôle qui est différente, qui est moins donjonnante en fait, et donc on est sur des sous-genres, et on a tendance en Europe à jouer plus un autre sous-genre qui est l'aventure en soi, qui est donc quelque chose d'un petit peu différent. Mais j'ai pas l'impression que depuis 2000, ça ait beaucoup changé le ratio entre les aventures et les donjons. Peut-être que je me trompe parce que j'ai pas peut-être pas tout suivi aussi non plus, mais je pense franchement que c'est plus quelque chose de culturel plutôt qu'une évolution dans le temps. Perso, je pense que y a quand même une sorte de majorité silencieuse dans le jeu de rôle, et que la majorité des gens, ils font pas des donjons.
Parce que justement, la majorité des gens qui bricolent leur truc, ils regardent des actual play, et c'est très rare qu'il y ait des donjons en actual play, parce que c'est pas super à suivre. Enfin, ça dépend, ça peut être bien mis en scène et tout, mais c'est une galère par rapport à faire plus des interactions sociales, etc. Mais je pense quand même qu'à un moment donné, t'avais beaucoup de jeux de rôle de type donjon. Enfin, en fait, à un moment donné, il y avait Donjons et Dragons. Alors, il y a d'autres jeux de rôle, on a tendance à se dire, avant, il y avait que Donjons et Dragons, mais je pense que ça n'a jamais été vrai. Il y a assez vite eu des trucs alternatifs, mais justement, ils étaient alternatifs. Et qu'est-ce qui fait... Parce que, en fait, là où je veux en venir, on va aller un peu plus droit au but. Pourquoi vous pensez qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les donjons et qui utilisent le terme porte, monstre, trésor, et que c'est très souvent vu comme quelque chose de négatif? Déjà, je pense qu'il faut appeler un chat un chat. Les donjons, c'était bien du porte-monstre-trésor. C'est ce qu'on y faisait. On peut raconter autre chose. Tout à l'heure, je disais qu'un donjon, ça peut être un endroit dangereux, lugubre, avec une ambiance, etc. Mais on n'est pas du tout obligé de le faire, hein. Moi, c'est quelque chose que j'aime, mais à la base, c'est pas ça. Ce qui a entraîné, je pense, une baisse de la fréquence et du nombre de jeux de rôle proposés, c'est aussi le fait de distinguer, parce que je pense qu'avant, pour faire des comparaisons, encore une avec le cinéma, c'est qu'on avait des héros comme des John Wayne ou autres qui réussissaient tout et qui étaient toujours au-dessus de leur adversaire. Maintenant, on arrive dans un cinéma depuis peut-être Terminator ou Dark Vador, où les méchants sont plus importants que le héros et ceux qui font le film. Donc il y a une évolution des histoires qui est là. Et moi, quand j'ai commencé à jouer, ni moi, ni personne à ma table n'avait de personnage dont le but était de devenir fromager. Je reviens avec ça. Alors que maintenant, on a des gens qui ont des pitchs du genre, moi je veux être fromager, je veux faire ci. Et puis les scénarios sont beaucoup plus ouverts. Et puis il y a vraiment le côté d'être libre, parce que finalement, le donjon à l'ancienne, c'était des feuilles quadrillées avec des couloirs de une case de large, voire 2 cases de large, des pièces en losange, en rond, en rectangle. Mais dupliquer ça à l'infini, ça a ses limites. Et puis après, bah, il y a les donjons qui en sont, mais qui n'en ont pas l'air, juste qu'ils sont tellement cadrés qu'il n'y a pas tellement de trucs à partir. C'est-à-dire, des personnages qui vont dans une forêt, bah, une forêt, c'est un donjon immense, mais ça reste un donjon. C'est juste que c'est une forêt, il y a des oiseaux, le ranger, il cherche des traces, le druide, il est présent, mais c'est quand même un donjon. Donc finalement, je pense que c'est la variété de genres et l'envie de faire des histoires différentes qui fait qu'il y a moins de donjons. Je vois souvent des débats ou des clashs entre ceux qui sont adeptes du donjon, et puis c'est tant mieux, et puis d'autres qui ont d'autres genres. Il n'y a pas besoin de les opposer. On peut prendre son plaisir avec le même personnage qui, à un moment dans sa carrière de personnage, va faire un ou deux donjons, et puis le reste va être en extérieur. Et puis ça fonctionne. Donc effectivement, il y en a moins, il n'y a plus que ça, mais se moquer d'un genre ou d'un autre, ça, pour moi, ça fait pas avancer grand-chose. Je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit. Genre, en fait, une forêt, c'est un donjon. Une ville, ça peut être un donjon. Et même le royaume peut être un donjon. Parce qu'en fait, pour moi, le donjon, c'est l'aspect... Il y a des épreuves qui ont été prévues. Et tu vas y aller, quoi. Parce qu'en fait, si on met un plan de donjon et qu'on me dit gauche-droite, bah, c'est un donjon. Si on me dit, voilà le royaume, il y a la ville, la forêt, le port et tel truc, bah, c'est la même chose. C'est juste qu'il y a 4 couloirs. Et si, quand je suis dans la forêt, je dis je vais à droite, la majorité du temps, en fait, les choses ne sont pas situées précisément dans la forêt, mais le MJ, il va te mettre face à des trucs qu'il a un peu préparés, pour lesquels il a préparé des choses. Donc ça, c'est le côté linéaire. Et c'est vrai qu'au final, un donjon, c'est juste la matérialisation d'un scénario qui se veut linéaire, qui se veut pas avec un plot, mais avec comme un escape game, quoi. En fait, je pense, ouais, c'est ça, c'est la différence, c'est que maintenant, il y a beaucoup plus de jeux character-driven, c'est-à-dire, genre vraiment, c'est l'histoire de mon personnage, c'est pas l'histoire que le MJ a prévue et moi, j'essaie de me dépatouiller avec mon personnage. C'est plus le truc, je vis l'histoire de mon personnage, quoi. Bah, du coup, en fait, je me demande si c'est pas aussi le fait qu'il y ait plusieurs jeux de rôle qui ont été édités ensuite, qui se concentrent sur d'autres aspects du jeu de rôle que la partie donjon. Typiquement avec Cthulhu qui a apporté la partie investigation, des jeux comme Vampire avec les intrigues politiques, sociales,
des PBTA qui se concentrent plus sur le genre et parfois beaucoup sur les personnages. Donc en fait, c'est vraiment une nouvelle façon de voir. À chaque fois, ça apporte un nouvel aspect du jeu de rôle. Et donc, on délaisse un peu les donjons, les trucs un peu inspirés à la Warhammer. Donc, il y a peut-être ça aussi qui joue. Ouais. Moi, j'aimerais bien rajouter quelque chose sur ce qu'avait dit Dragan tout à l'heure, c'est que à l'époque où il n'y avait que des donjons, il y a beaucoup de donjons mythiques qui sont apparus. Et franchement, à lire, c'est des portes monstres trésors à l'époque, et c'est imbitable. C'est vraiment imbitable. Donc il y a des trucs qui sont vénérés par la communauté du jeu de rôle. euh, et en fait, bah, c'est parce qu'il n'y avait rien d'autre à l'époque que c'est vénéré et que donc tout le monde l'a joué et que c'est important de l'avoir joué si tu faisais partie des gens de l'époque et que tu t'es probablement beaucoup amusé avec ça à l'époque. Je ne dis pas le contraire. Mais à lire, on a fait des progrès entre-temps sur la construction, sur le game design, des donjons même, hein, et des aventures et des scénarios, etc. Et personnellement, je trouve que tout ce qui vient du monde de l'OSR, donc la Old School Renaissance, donc tout un mouvement qui s'était en fait, qui, était- qui avait splitté, qui avait trouvé que D&D 4, c'était plus du Donjon et Dragon, ça leur plaisait plus, c'était du MMORPG sur table et ça leur allait pas. Eux, ils ont réinventé avec les moyens modernes des donjons ou réadapté les donjons de l'époque pour en faire quelque chose d'agréable. Et ça, c'est beaucoup plus agréable à lire. Et là où avant, c'était peut-être des portes monstres trésors, maintenant, on a vraiment des modules de donjons qui sont lisibles et intéressants. Et effectivement, l'autre grande partie de Donjons et Dragons, donc l'exploration de tout ce qui est extérieur, le hex crawl, donc la carte en hexagone où tu vas de région en région et tu fais des trucs, c'est pas spécialement différent d'un donjon, c'est un peu pareil. Sauf que bon, c'est pas exactement pareil parce que tu es à l'extérieur, hein. C'est quand même différent. Et puis tu peux plus facilement dormir en sécurité dans la forêt que dans un donjon avec des trolls qui sont pas loin. Mais ouais, quand tu regardes les vieux donjons, tu as des listes de des tables aléatoires de rencontres où on t'explique pas rien en fait, où c'est toi qui dois faire le lien et pourquoi il y a des trolls à cet endroit-là et pourquoi ils sont censés rencontrer des trolls. Si je lance les dés, est-ce que c'est normal ou où est-ce qu'il y a le lien? Et donc effectivement là il y avait des vieux trucs. Bah ouais, c'est des vieux trucs. C'était ce qui avait été développé à l'époque. C'est devenu mythique parce qu'il n'y avait pas de concurrence. Et c'est encore mythique aux yeux de ceux qui l'ont joué à l'époque, parce qu'ils se sont énormément amusés avec. Et comme ce sont des gens qui ont une certaine expérience, bah, ils ont aussi, on les écoute. Et donc, moi, j'ai lu il n'y a pas très longtemps Keep on the Borderlands, qui est censé être un chef-d'œuvre, le grand truc. Ouais, bah, j'ai relu une version améliorée. Ah ouais, effectivement, la version améliorée, là, je commence à comprendre pourquoi on trouve le truc bien. Mais la version originale, j'ai trouvé que c'était pas folichon, quoi. C'est ouais, ce que décrit Killer Clown, en fait, c'est comme des livres dont on donne les héros, mais au lieu de faire 200 pages, ça en fait 1200. Tout en intérieur, donc c'est couloir, porte, porte, couloir, porte, 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 c'est des maps. Et d'ailleurs, c'était même un challenge. Celui qui était capable d'assez bien redessiner, parce que c'est un truc à se perdre, et c'était un des challenges du jeu, se perdre, enfin ne pas se perdre. Il y avait quelqu'un qui était préposé à ça, et il valait mieux avoir beaucoup de feuilles quadrillées, hein, pour pouvoir suivre la map. Et puis après, les meneurs de jeu expérimentés, bah, ils faisaient des maps et puis ils effaçaient au fur et à mesure. Et puis bah, du coup, c'était aussi un des risques, les personnages qui se perdent et qui ne savent même plus retrouver la sortie. Donc c'est une autre façon d'éviter le délitement ou l'abandon du scénario par les joueurs. Sauf que maintenant, ça ne marche plus, on peut plus garder des joueurs concentrés sur les joueurs et des joueuses concentrés sur un donjon, parce que ces scénarios-là, finalement, il fallait peut-être une trentaine d'heures pour arriver au bout, quoi. Quoique, ceci dit, les combats étaient quand même bien plus rapides que sur du 3.5 ou autre. Donc, l'un dans l'autre, c'est plus simple. En fait, je pense Enfin, que c'était plus rapide à gérer. En fait, je pense que c'est toujours possible aujourd'hui de faire ce genre de donjon. Mais en fait, je pense que c'est plus l'idée que les gens se font du jeu de rôle. Genre, si quelqu'un il se fait un peu une idée de ce qu'est le jeu de rôle, de ce à quoi il est exposé, et le jour où il vient chez toi, tu lui sors du papier millimétré, tu vas commencer à dessiner la carte. Il fait attends, moi j'ai pas signé pour ça. Alors qu'à l'inverse,
tu serais arrivé voir les mecs c'était leur kiff en fait, c'était presque un jeu de plateau et tout. Ils dessinaient et tout, ils étaient en mode on se bat contre le donjon, et tu leur dis est-ce qu'on ferait pas plutôt une petite conversation de barde tranquillou où on fait de l'émergence et chacun raconte ce qu'il veut et tout. Ils seraient en mode mais on joue plus, on veut pas jouer à ça. C'est des attentes complètement différentes. Et d'ailleurs ça me fait penser à un jeu, je reviens, je vais le prendre parce que je me souviens plus de son nom. Ça me fait penser à ça c'est un peu un ovni, j'ai pas encore fini de le lire. C'est un jeu de la vieille école dans un tout nouveau style. Et C'est quoi? c'est Donjon. Ça s'appelle Donjon, tout simplement, de D'accord. Clinton R. Nixon. Ah, d'accord. J'ai pas fini de le lire, mais en gros, c'est assez marrant parce que c'est le contre-pied total du donjon. C'est-à-dire qu'en fait, le mec il te dit tu vas jouer à un donjon, mais pour moi, c'est plus que l'ambiance du donjon. Parce qu'en fait, tu jettes des dés pour faire apparaître des fées. Genre en fait c'est un donjon émergent et ça pourrait presque venir en contradiction du donjon où le challenge c'est de surmonter les épreuves qui ont été préparées par le MJ. Je résume très grossièrement. Mais du coup ça fait que tout le monde peut faire émerger des trucs, donc c'est quand même très narratif. Et pourtant ça veut jouer dans les donjons, tu vois. Et je trouve que c'est assez marrant, c'est assez spécial. Parce que moi quand je vais dans un donjon, je suis plus dans l'optique ok, il va y avoir des énigmes, il faut qu'on fasse des stratégies, de la tactique et tout quoi. Je trouve que c'est original. Bah, Oltré fait un petit peu la même chose aussi, en faisant moins le donjon et plus le Hexcrawl, mais c'est du Hexcrawl émergent, où les joueurs vont décrire face à quel danger ils se retrouvent, et où le MJ va en fait adapter la difficulté par rapport aux jets de dés qui ont été faits, est-ce qu'ils sont censés rencontrer un truc dangereux ou pas. Et il y a des règles très intéressantes dans Oltré à ce niveau-là, pour justement faire en sorte que ce soit toujours intéressant. Et même si les joueurs décrivent, alors que c'est censé être très très dangereux, une rencontre avec un fromager, le fromager, il va être hyper dangereux parce qu'en fait, bah, si c'est extrêmement dangereux, le MJ va sûrement dire, bah en fait, c'est un dragon polymorphé en fromager, Ou par bien exemple. la, Ce la- genre de choses. la pièce dans laquelle vous venez de rentrer, vous en êtes pas rendu compte, mais tu sais, c'est une petite écuelle de raclette. Elle commence à faire. Elle va dans une machine raclette géante. Il y a des pierres volantes, donc ça irait bien, effectivement. Ouais. Une attaque de crottin de chèvre, ça pique. Hein. Moi, comme je vous ai dit, alors déjà, vous l'aurez sans doute remarqué, moi je suis complètement un noob de Donjons et Dragons. Donc en fait, c'est vrai que quand je vous parle de donjons, je ne pense pas du tout au système de Donjons et Dragons, à tout ce qui. Du coup, j'ai découvert pas mal de choses avec vous, hein, c'était cool. Mais en fait, moi, comme je vous l'ai dit au tout début, mes donjons, je les base surtout sur des donjons un peu à la Zelda. Ça veut dire que je leur donne une thématique, une mécanique principale, un truc vraiment qui, du coup, ça se rapproche beaucoup plus de l'escape game. Donc ouais, pour moi, il faut une thématique principale du donjon. Donc la thématique, ça peut être, on va dire, ça peut être de l'eau, ça peut être ombre et lumière, ça peut être des illusions. Et ensuite, justement, mettre en place une mécanique principale qui sera fortement liée à ce thème. Donc par exemple, pour l'eau, la mécanique principale, ça pourra être que le donjon, en fait, pour y circuler, à chaque fois, il va falloir changer le niveau de l'eau. Ou alors, ça peut être un système d'irrigation de différentes pièces du donjon, des trucs comme ça. Et donc, ça permet de donner une manière d'avancer, une manière de découvrir les salles et de résoudre les énigmes. On peut aussi ajouter plein d'autres. En fait, toutes les énigmes, tous les combats, tous les monstres, tous les trucs vont aussi être liés un peu à la thématique. Typiquement, si c'est des illusions, donc on peut faire justement plein de petites énigmes d'illusions un peu partout pour garder une certaine cohérence. Et donc justement, moi je trouve ça vachement intéressant parce que déjà, on se rappelle un peu plus du donjon. Ça fait un peu moins, il y a des salles random avec des effets random qui apparaissent. Ça fait beaucoup moins porte-monstre trésor, je trouve, parce qu'en fait, il y a en plus de chaque, on va dire, chaque énigme qu'il y a dans chaque pièce, mais en fait, il y a une énigme générale, un puzzle de tout le donjon, de savoir comment est-ce qu'on fait pour avancer, comment est-ce qu'on fait pour débloquer certains passages, comment un peu tout ça. Mais c'est vachement cool, il faut les publier ces donjons. Non, mais en vrai, moi j'aime bien l'idée. Enfin, j'aime bien l'idée des deux. Genre, j'aime bien les donjons, faire des donjons, tu vois, où tu prépares toutes les salles à l'avance et au final, il y a des monstres et des monstres et des monstres, c'est pas très intéressant. Du coup, moi je trouve que c'est cool l'idée des petits donjons thématiques, tu vois. À la Zelda, c'est vraiment cool. Mais en vrai, c'est un peu casse-tête. Ça demande pas mal de préparation.
Et dès lors que tu veux aller dans du gros donjon et tout, je pense l'aléatoire, c'est vachement bien. Parce que ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Genre, plutôt que de préparer des énigmes, tu prépares juste des situations et c'est tes joueurs qui vont combiner ou qui eux-mêmes vont trouver une justification aux trucs qui sont en fait complètement random, tu vois. Genre, si tu tires que dans une salle, il y a un tir à l'œil, dans une autre, t'as un Space Marines, et dans une autre, t'as une gare ferroviaire, bah, bon. Déjà, t'as mélangé tes tables aléatoires, donc tu t'es pas très bien préparé. Mais à moins que ce soit voulu, mais t'es dans un monde bizarre. Mais tu vois, ça peut quand même créer des situations très très intéressantes. Mais tu perds effectivement le côté énigme. Tu perds le côté escape game. Mais créer des donjons comme ça, 100% énigme, ça doit être quand même. Enfin, t'en fais beaucoup. Est-ce que c'est ton style de jeu de faire des donjons comme ça à chaque partie? Ou t'en fais une fois de temps en temps et tout? Parce que c'est super chaud en vrai. Ah ouais, complètement, c'est super chaud. C'est pour ça qu'au début, je parlais un peu d'exception. C'est qu'en fait, dans ma campagne, généralement, des quêtes, il va y en avoir plein, il va y en avoir facilement une vingtaine. Des donjons, généralement, il y en aura 3 ou 4. Donc c'est vraiment quelque chose de... Ouais, c'est exceptionnel. Et c'est surtout, je me dis, il faut vraiment que ce soit, on va dire, grandiose. Il faut que ce soit une expérience assez marquante. Déjà, ça plaît à tous les joueurs un peu ludistes qui trouvent qu'il n'y a pas trop de challenge dans les quêtes d'enquête où finalement bah, tout se passe plus ou moins bien, à moins de faire un peu de la merde. Et là, on a vraiment de quoi jauger les performances. Donc on peut dire, voilà, il y avait tel challenge. Et donc, oui, on a réussi à passer outre sans trop se prendre de dégâts, sans perdre trop de temps. Donc je pense, ouais, ça apporte ce petit côté très jeu, en plus de la narration et tout le reste. Ouais, moi je trouve ça vachement cool en tout cas. Ce qui est assez difficile avec ces trucs-là, c'est l'aspect visuel. C'est que justement, si tu fais ça, si t'en fais une exception, tu peux bien le travailler et tout. Mais des fois, c'est très difficile de se figurer des énigmes. Genre par exemple, tu vois, un truc avec des niveaux d'eau, etc. Si t'as pas préparé un peu des visuels et tout, ça peut être difficile de saisir, de connecter les éléments entre eux, quoi. Mais vous avez déjà fait des trucs dans ce genre-là, Dragan et Killer Clown? Ouais, j'ai déjà imaginé des donjons avec des pièces un petit peu particulières. Euh, le plus gros truc qui m'intéresse, en fait, c'est ce qu'a soulevé Chouibidi au début, c'est le fait que le donjon, il ait une cohérence et que il est au milieu d'une part ou au milieu d'un village, mais qu'il y a une raison. Que ce soit pas un truc qui est ni queue ni tête, comme les donjons du passé. Donc, il faudrait qu'il y ait une histoire. Et s'il y a une histoire, bah, le donjon, il peut rester mémorable et devenir finalement le bon souvenir d'une campagne. Là, pendant qu'on discute, j'ai des idées qui me viennent en tête et un truc qui pourrait être sympa, c'est des personnages arrivent dans un patelin. Dans ce patelin-là, il y a une tour maudite. C'est un peu bizarre d'avoir une tour maudite au milieu d'un village. Qu'est-ce que le village s'installe là? Et en fait, ce que les joueurs ne savent pas, les personnages ne savent pas, c'est que il y a les sacrifices qui sont réclamés par un esprit dans la tour une fois par an. Et ça tombe bien, il y a des aventuriers qui sont dans le coin. Et donc, on leur monte un bateau du genre, on fait en sorte qu'ils prennent sympathie pour le garçon qui bosse à la taverne. Et puis, on va les réveiller plus tard en disant au secours, le garçon est parti, il a été admiratif de vous et il a dit qu'il allait devenir aventurier, il est parti dans la tour et il n'y a que vous qui pouvez y aller. Et donc les PJ ils vont sauver la veuve et l'orphelin, en l'occurrence un petit garçon, et il s'avère que finalement ils vont en sortir, ils vont découvrir le poteau rose. Donc avec un donjon, on a quand même une histoire forte et riche, avec un twist qui reprend des schémas comme des films de samouraï ou des films de western. Donc on peut, avec un donjon, avoir une bonne histoire derrière pour justement lui redonner des lettres un peu de noblesse, au lieu que ce soit un truc un peu tordu, quoi. C'est plus ça qui va m'intéresser que les pièges un peu casse-tête du genre. Moi, j'ai beaucoup poncé les jeux Uncharted où pose une pierre à droite, manipule une manivelle à gauche. Je trouve pas ça super intéressant et en plus, c'est des scènes qui, des fois en jeu, vont durer trois quarts d'heure, une heure. Faut faire ci, faut faire ça, etc. Et ça fait comme un soufflet, il y a plus d'ambiance. Donc, c'est quelque chose que je mets pas trop parce que je sais pas expliquer en dehors d'un propriétaire ou d'un magicien paranoïaque qui serait passionné des pièges. Finalement, on a eu Louis XVI qui était passionné de serrures, alors pourquoi pas un magicien qui serait passionné de pièges? Mais voilà, je mets pas ça
dans les quelques donjons que j'ai pu faire. Alors, j'en ai fait plus depuis longtemps, et je pense pas en refaire pour autant, mais voilà, c'est pas tellement du game design, mais en tout cas une histoire qui tienne la route. C'est intéressant, au final, avec cette conversation, on commence à être loin du porte-monstre trésor quand même. Euh, Et toi, peut-être une idée de... Enfin, qu'est-ce qui te plaît dans le donjon? Est-ce que toi, c'est les énigmes et tout, ou ça va vraiment être l'histoire, ou les deux? Dis-nous tout, Killer Clown. Ta vie, ton Moi, je œuvre. trouve comme Shruby dit, que l'ambiance et la thématique d'un donjon, c'est quelque chose d'important. Et que ça apporte déjà énormément à la mémorabilité. Donc, est-ce qu'il va être mémorable ou pas ce donjon, s'il a vraiment une certaine consistance. Moi, j'ai le but un jour d'écrire un donjon. J'ai une idée qui m'a beaucoup plu, qui m'est venue, et j'ai vraiment envie de baser tout un donjon sur le sang. Avec plein d'énigmes où tu peux donner de ton sang pour essayer de résoudre l'énigme, et tu as toujours la possibilité de gagner un petit truc, mais à chaque fois que tu donnes de ton sang, bah en fait, tu as un vampire qui le récupère au fort, et c'est le boss de la fin, et plus tu vas donner de sang, plus il va être balèze. Donc un truc qui va être fort au niveau de... Bon, qui va être très fort sur le fait que bah, tout est lié au sang. Ça va être un gros thème fort. Et en plus, ça va avoir mécaniquement une influence sur la rencontre finale avec le Big Bad Boss. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose aussi qui est important, que un donjon soit équilibré, qu'il soit thématiquement fort et qu'il y ait beaucoup d'interactivité dans le donjon. C'est un des gros problèmes de beaucoup de donjons et de beaucoup de donjons anciens, c'est que bah, à part des monstres et des pièges, il n'y avait pas grand-chose à y faire. Alors que ce qui est intéressant dans un donjon, c'est d'avoir peut-être parfois plusieurs factions concurrentes qui se partagent plus ou moins le donjon parce qu'ils n'ont pas trop le choix, et essayer de faire d'espionner pour les uns, histoire de donner des informations aux autres, histoire de les doubler, qu'ils se fassent la guerre pour qu'ils soient moins forts, pour que tu aies une chance de t'en sortir. Parce qu'effectivement, si tu les attaquais de front, ce serait trop dangereux, et il faut que ton système de jeu soit dangereux, parce que sinon, bah ouais, tu leur roules dessus au rouleau compresseur, et tu t'en fous complètement qu'en fait, il y avait trois factions qui se partageaient le donjon, et que bah il fallait faire. Enfin, tu avais la possibilité d'aller discuter avec les uns pour les monter contre les autres, pour que la troisième faction sache pas trop quoi faire. Du coup, tu roules sur la troisième faction pendant que les deux autres se font la guerre, enfin ce genre de choses, quoi. Tu posais la question de qu'est-ce qui était pour nous important. Moi, je pense qu'il y a certaines règles, et je parle vraiment de règles du jeu, qui sont très peu utilisées en fait par la majorité des rôlistes en jeu de rôle, mais qui obtiennent en fait tout leur sel quand tu les replaces dans un contexte de donjon. Et donc, on va parler beaucoup de règles de Donjons et Dragons, mais aussi des règles qui sont utilisées donc dans tous les dérivés de Donjons et Dragons, que ce soit des rétro-clones, des néo-clones, des clones, tout ce qui sort de l'OSR. Et une des règles incomprises et mal comprises souvent, c'est la règle que l'or, c'est l'XP. Donc que l'or que tu arrives à récupérer, en fait, va déterminer combien tu auras d'XP et combien tu vas monter en niveau. Et ça, il est important de voir qu'il y a plusieurs approches. Il y a l'approche de je tue les trucs, je pique leur or, et ça va être mes XP. Mais en fait, l'intérêt de cette règle au départ, c'est l'XP, c'est l'or que tu as réussi à sortir du donjon. Peu importe que tu aies tué les monstres ou pas d'ailleurs, hein, t'es pas forcé. Et c'est là que ça devient tout de suite intéressant, parce que tu donnes tout de suite une orientation à ton jeu qui est de bah, ça sert à rien forcément de tuer les monstres. Si tu arrives à être plus malin et à leur piquer leur or sans avoir à les tuer, donc en les faisant s'entretuer par exemple, ou alors juste en passant au moment où ils sont en train de dormir, ou en les endormant, ou quoi que ce soit, tu vas pousser en fait les joueurs à être moins belliqueux et plus intelligents dans leur recherche de solutions. Parce qu'en fait, c'est ça qui est intéressant en jeu de rôle en général, mais en donjon aussi, c'est de trouver des solutions aux problèmes. Et si c'est une hydre le problème, bah, c'est pas forcément le combat qui va être la meilleure solution, parce que tu vas perdre beaucoup, beaucoup de ressources à aller te battre contre une hydre. Tu vas perdre des sorts, tu vas perdre des points de vie, tu vas perdre plein, plein de choses, voire des utilisations de tes scrolls.
Alors que si tu trouves à trouver un moyen soit de passer à côté parce qu'il y a un passage secret ou parce que tu peux te rendre invisible, ou il y a plein de façons de passer à côté d'une. Mais quand même, tu leur piques leur thune, et ben au final, tu as été plus malin que le donjon, et donc il y a une récompense, et cette récompense c'est de l'or, et donc l'or que tu arrives à ressortir, c'est l'XP. Mais du coup, ça entraîne l'importance d'une deuxième règle qui est peu utilisée, c'est la règle d'encombrement. Parce qu'on va pas se voiler la face, putain, c'est chiant les règles d'encombrement, quoi. C'est des comptes d'apothicaire, etc. C'est très très chiant. Mais dans le cadre d'un donjon, ça prend tout son sens. Parce que si seul l'or que tu vas ressortir est important, mais il pèse ce truc-là. Donc peut-être qu'il va falloir que tu laisses du matos dans le donjon que tu avais amené, genre bah tu avais amené trop de torches, bah tu les laisses là, mais c'est une perte sèche. Et donc l'importance de l'encombrement a beaucoup plus de sens dans un environnement de donjon, selon moi, que dans une campagne où tu vas aller discuter avec des rois, des comtes et faire de la politique. Et du coup, si tu réintroduis cette règle d'encombrement, tu réintroduis une règle supplémentaire, c'est la règle sur les suivants. Parce que, bah ouais, si t'as pas la possibilité de porter tout le bateau ce que tu veux, bah tu vas prendre des mules, puis tu vas prendre des porteurs, puis tu vas prendre des gens qui vont pousser les mules. Et du coup, tu vas avoir en fait toute une smala autour de toi, une bande de gens qu'il faut payer, bien sûr, hein. Mais bon, comme ils sont pas aventuriers, ils n'ont pas une part parmi ce qui est gagné, donc ça va, ils coûtent pas trop cher. Puis de toute façon, c'est des grouillots, quoi. Ils sont là pour porter, quoi. D'ailleurs, tu les joues plus en arrière-plan, quoi. Limite, tu les laisses à l'entrée du donjon. Et du coup, si tu as tous ces suivants-là, en fait, tu as plein de personnages de remplacement. Donc, si jamais le personnage il meurt, ton personnage principal, bah, tu peux toujours dire ah ouais, mais il y a John, le porteur de torche. Ouais, bah du coup, John, le porteur de torche, il fait pas la même taille que moi. On va lui mettre mon armure, on lui donne mon épée, et hop, je fais un nouveau personnage. Et puis, bah, si j'ai de la chance, c'est un nouveau guerrier. Et comme ça, avec mon matos, et bah, il sera bon. Et du coup, en partant de or à XP, on arrive à toute une chaîne de règles qu'on utilise peu en fait. Enfin, que moi, je sais que j'ai peu utilisé, surtout dans Donjons et Dragons, mais qui, dans le cadre d'un donjon, font tout leur sens. Ouais, mais c'est intéressant. Et d'ailleurs, le truc de l'XP avec l'or, parce qu'en vrai, tu peux trouver un autre moyen pour que les gens ne soient pas si belliqueux. C'est juste, tu dis, c'est des objectifs à accomplir. Que tu tues les monstres ou pas, tu dois atteindre les objectifs. Mais ce qui est marrant avec l'or, c'est que ça donne ce côté roguelike, ce côté un peu gambling, tu vois. Alors, est-ce qu'on va plus loin pour repartir avec... On pourrait peut-être avoir encore un petit peu plus d'or, tu vois. Le donjon, ça devient le casino. Tu vois. Et ça, je trouve que c'est marrant. C'est toujours la prise de risque par rapport au gain qu'il va y avoir. Parce que le donjon est en soi la gestion de ressources. Comme je le disais, que ce soit tes scrolls, tes points de vie ou tes sorts, bah, il y a toujours une ressource à gérer. Et moins tu as de ressources, plus ça devient dangereux de continuer. Mais plus tu vas loin dans le donjon, plus il y a d'or à récupérer. Et d'ailleurs, tu peux même faire des donjons infinis. C'est-à-dire que tu peux faire des donjons émergents. Genre, par exemple, je repense à Macchiato Monster. Dans Macchiato Monster, t'as pas trop d'exemples de comment tu crées un donjon et tout. C'est très 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 aléatoire comme jeu. C'est vraiment pour jouer sans préparer. Et du coup, moi j'aime bien. En ce moment, jouer à ça. Et t'as ce côté, le donjon il est infini potentiellement. Après, le MJ, tu vois, il peut jouer différemment et dire à un moment donné, bah voilà, vous arrivez à la fin du donjon. Mais t'as des règles pour générer en permanence le donjon. Et je trouve que ça peut être drôle parce qu'en fait, dès lors que tu sors du donjon, on pourrait se dire, ils peuvent s'arrêter quand ils veulent et revenir et tout, mais il y a la route ensuite pour aller revendre tout ce qu'ils ont trouvé dans le donjon qui va inclure des frais, peut-être, etc. Donc en fait, On parlait des loups. prendre le maximum de trucs en une seule run, si on peut parler un peu en termes de jeux vidéo, bah ça devient intéressant et donc tu te dis, on n'est pas si mal, on peut aller plus loin, tu vois. Mais sauf que tu sais que dans la pièce suivante, le truc que tu vas croiser, c'est une table aléatoire qui détermine ce que c'est, donc tu peux tomber sur un truc affreux, tu vois, avec un tout petit trésor. Donc c'est quand même un jeu très très différent. Il y a un côté méta, un petit peu. On est un peu plus pas dans le jeu, tout simplement. Et c'est assez intéressant. Et j'ai hâte d'arriver dans un donjon, parce que là, pour l'instant, on joue... C'est pas très dojonesque, c'est plus
En fait, comme c'est une table ouverte, on recommence pas mal à zéro parce qu'il y a tout le temps des gens qui se rajoutent et qui sont pas là la fois suivante. Mais à un moment donné, je pense que ça va se stabiliser. Et j'ai hâte d'arriver à ce moment-là où ça va être le donjon aléatoire, quoi. Tu vas juste dire ici donjon, tu vois. Et ils font allez, c'est parti. Et première salle, il y a un dragon et puis voilà, tu vois, tu te marres. En fait, tu joues avec les codes du donjon et de tout ce que ça implique, même dans les jeux vidéo, les roguelikes, les trucs comme ça. Les petits conseils de la fin. Du coup, je veux dire deux trucs. Le premier, ça serait justement quand on fait des scénarios, quand on fait des aventures, c'est vrai que souvent on se dit qu'on peut s'inspirer un peu du cinéma dans la manière dont ça a été présenté tout ça. Je pense que pour les donjons, il faudrait essayer de s'inspirer plus du jeu vidéo ou du jeu de société parce que ça fourmille de plein d'idées très intéressantes, surtout au niveau du jeu vidéo. Le game design a vraiment été poussé à fond et donc on peut vraiment s'inspirer de ça pour essayer de retranscrire ça dans le milieu du jeu de rôle. Et le deuxième conseil que je voudrais donner, c'est justement d'oser les variations. Justement, le fait d'avoir quelque chose d'assez codifié comme des donjons, pour moi, c'est l'occasion justement de jouer avec ces codes, un peu d'essayer de détourner tout ça. Donc, si jamais les joueurs s'attendent à ce qu'un donjon soit un truc comme ça sous terre, et ben, on peut les surprendre en faisant en sorte que ce donjon-là, en fait, ça va être une ville, ça va être l'intérieur d'un monstre, ça peut être un donjon qui est sur un train qui est en marche. Donc justement, faire ça un peu avec tout, je trouve ça vachement intéressant. Je rebondis là-dessus, ça me fait penser à ce que disait, je crois que c'était Dragan qui disait ça. Alien, c'est un peu un donjon, effectivement. Sauf que c'est le monstre qui est... C'était toi, Dragan? Je vole pas. Ok. C'est le loup qui entre dans la bergerie. Et c'est comme tous les scénarios de cambriolage, par exemple. Finalement, ça ressemble pas mal à un donjon. C'est juste un donjon avec beaucoup d'entrées possibles. Alors pour ma part, j'aurais un conseil qui serait lié au donjon. À partir du moment où on a envie de proposer un donjon dans lequel on a envie de peaufiner l'ambiance et d'avoir un donjon qui soit dangereux, il y a des choses auxquelles on pense pas forcément. Choubidi, il a parlé des tunnels, des souterrains. Moi, j'ai été choqué quand j'étais en vacances il y a pas mal d'années en Égypte. Quand tu rentres dans un tunnel qui descend dans une pyramide, il fait super chaud, on étouffe, on a du mal à respirer. Donc, rentrer dans un donjon, si c'est quelque chose qui est réputé abandonné ou personne n'y a mis les pieds depuis 30 ans, en fait, il y a des toiles d'araignée, il y a une ambiance terrible. Quand on marche, c'est gras, ça glisse. Avoir tout un tas de détails qui vont être désagréables et qui vont créer une espèce de gêne. Et cette gêne dans la description-là, on peut la voir en baissant la lumière. Imaginez un moment, on peut imaginer plein de trucs, hein, mais si on joue autour de la table, et on va y arriver à arrêter de jouer à distance, mais une porte derrière laquelle ça crée un courant d'air, d'avoir un ventilateur et d'un coup on commence à souffler sur la table ou les joueurs, enfin, histoire de perturber à la fois dans la description pour que justement on soit plus dans les descriptions qui sont celles qu'on a d'habitude en ville, chez le baron, à l'auberge, avoir des petits détails qui vont donner le parfum du donjon. Là, il restera toujours la mécanique, les jets de dés, les initiatives et autres, mais tout ce tas de petits trucs qui vont euh, finalement permettre aux joueurs d'imaginer ce que ressent un adolescent quand il avait 11 ans ou 12 ans et quand on lui faisait jouer du donjon classique où nous maintenant on a une vision large du jeu de rôle et il y a plein de trucs qu'on connaît, mais le donjon à la base qui a été fait pour des gamins et le public c'était pas des quarantenaires, il y en avait quand même. Le donjon était déjà vecteur, ça portait sa magie et cette magie-là on peut la fournir via les descriptions. Et on se dit ok, en fait très rapidement dès le début du scénar on peut se dire ouh là là, je sais pas si je suis vraiment content d'être là, quoi. Et enfin, en tout cas, une perception de personnage. Mais du coup, on pourrait créer quelque chose d'assez intéressant, dont les personnages vont se rappeler et les joueurs aussi. Bien sûr, faut pas en abuser, faut pas faire ça sur une campagne pendant 2 ans, parce que là, c'est insupportable. Très bien, très bien. Voilà. Eh bien, Killer Clown, le mot de la fin. Moi, j'ai plein de choses encore à dire, mais je vais m'adresser particulièrement aux gens qui s'intéressent aux donjons et qui n'en ont encore jamais fait, ou qui veulent faire des meilleurs donjons, jouer de meilleurs donjons. Intéressez-vous à Bryce Lynch,
qui est l'auteur de 10football.org, qui est un site où tous les 2 ou 3 jours, il poste une nouvelle, un nouveau review, comment on dit, une nouvelle critique d'un donjon. Et le gars est un Stakhanoviste, mais tous les 2 ou 3 jours, il a lu un donjon et il en a fait une critique, quoi. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il explique aussi tous ces critères, pourquoi il trouve qu'un donjon est bien, pourquoi il ne les trouve pas bien. Donc, alors, il y a beaucoup de choses, c'est son point de vue, c'est son choix, mais la façon dont il explique, moi, ça m'a énormément apporté sur la façon dont on voit le donjon, dont lui voit le donjon, parce que c'est vraiment quelqu'un qui est, on peut dire que c'est vraiment un expert. Limite, il a que ça dans sa vie depuis 30, 40 ans, j'en sais rien. Il est assez incroyable à ce niveau-là. Et il a un point de vue qui est assez particulier, parce que selon lui, un donjon, ça doit pouvoir être jouable, même si tu l'as pas lu avant. Donc le MJ doit pouvoir être capable de poser son module sur la table derrière son écran et de le mener à partir de rien, sans avoir préparé. Bon, évidemment, il conseille toujours de l'avoir lu au moins une fois, mais donc du coup, par le biais de cette lorgnette-là, il va donc faire ses critiques et dire ouais, mais là, les textes d'ambiance sont beaucoup trop longs. Moi, je préfère avoir un nuage de mots qui va me permettre d'improviser à partir de là. Mais bon, ça gêne pas, donc ça va. Mais il va aller donc très loin dans son analyse de chaque donjon. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ben, on se rend compte quand on lit son blog du nombre de rebuts, mais vraiment de mauvais trucs, de trucs vraiment pourris qu'il peut y avoir comme donjon publié, quoi. Et donc, ça permet aussi de naviguer vers les trucs les plus intéressants et de récupérer, en fait, les quelques donjons de Labyrinthe Lord qui valent le coup d'être chopés, et puis de récupérer ceux qui ont été faits pour DCC, et puis de récupérer et de voir faire sa potasse et de faire son univers autour de ces donjons-là et de se dire ah tiens, je ferais bien faire ce donjon-là, ce donjon-là, ce donjon-là à mes joueurs. Et tu peux faire une campagne où il n'y a que des bons donjons et en récupérant le mieux du mieux comme ce que tu veux. Alors après, tu peux faire évidemment aussi un seul donjon de temps en temps à la fin de ton scénario parce que tu trouves que c'est bien, etc. Mais tu as cette possibilité-là. Un autre truc intéressant et dont on n'a pas parlé, c'est les one-page dungeons. C'est ce que j'allais dire justement. Bon, bah, je te laisserai en parler dans ce cas-là. Et j'avais un troisième truc à dire. Oui, la gamme DCC, Dungeon Crawl Classics, a 2 choses très intéressantes. Déjà, elle a énormément de très très bons scénarios de donjons. Ils sont toujours avec des cartes magnifiques, mais vraiment, c'est des œuvres d'art, les cartes qu'ils font. Ça vaut vraiment le coup de les imprimer en A3 pour les sortir et les montrer aux joueurs, hein, et faire brouillard de guerre, etc., avec des morceaux de papier ou des post-it que tu colles sur les cases, etc. Et surtout, ils ont le concept du funnel. Le funnel, c'est chaque joueur joue 4 personnages de niveau 0. Et pour la campagne ensuite, tu joues le personnage qui a survécu au premier donjon. Et du coup, t'as 4 personnages qui sont... Alors vraiment, ils sont pourris, hein. C'est pour ça que t'en as 4. Je veux dire, tout est tiré au dé, donc tu peux avoir un personnage qui commence avec 1 point de vie, sans arme, mais il a un poulet. Et donc, il va falloir trouver de l'inventivité pour se servir de ce poulet pour qu'il te serve à quelque chose, quoi. Mais c'est très intéressant. Moi, c'est comme ça que je suis tombé dans le donjon. C'est avec le funnel Sailors on a Starless Sea, qui est vraiment un bijou que je conseille vraiment à tout le monde. Je l'ai fait jouer aussi, moi, en version 5e édition de Donjons et Dragons. J'ai fait une adaptation et ça avait bien marché aussi. Je veux dire, on a joué la moitié, il n'y avait plus de personnages, donc quelque part, j'ai bien fait mon boulot. Mais c'est surtout parce que les joueurs se sont tapés entre eux au bout d'un moment parce qu'il y avait trop, je sais pas ce qu'il leur a pris. Ils se sont commencés à se tirer dans les pattes et c'était déjà très mortel avant, mais quand ils ont commencé à se tirer dans les pattes, c'était fini, quoi. Donc voilà, c'est les 3 choses que moi je voulais dire. Bryce Lynch et 10football. DCC et tester un funnel. Un funnel, c'est vraiment très très fun. D'ailleurs, ça veut dire entonnoir en français, un funnel, mais il y a le mot fun dedans et c'est pas pour rien. Ouais, du coup, tu m'as laissé parler de One Page Dungeon, du coup. Ouais, c'est ce que j'allais dire. En fait, si vous... Les One Page Dungeon, ça peut être marrant parce qu'en fait, si
si vous n'avez pas envie d'ingurgiter des tonnes de donjons pour tenter le truc, le One Page Dungeon, bah, comme son nom l'indique, en français c'est un donjon en une page. Et je trouve que pour moi, c'est une des formes les plus abouties de donjon, c'est-à-dire que c'est un des meilleurs moyens de caser un petit donjon dans sa campagne qui n'est pas une campagne de dungeon crawl, quoi. C'est genre, tu sais pas ce que tu veux faire la fois prochaine, tu vas sur un site, il y a plusieurs one-page dungeons, tu vas les lire très très vite, tu vas vite, c'est fait pour ça en fait, la maquette est faite pour que vous ayez toutes les informations nécessaires pour jouer le donjon en une seule page, et du coup, bah, quand t'as rien préparé, tu peux sortir un one-page dungeon. Quand tu as envie, je sais pas, mettons tu fais un truc un peu d'exploration très bac à sable, plutôt que d'inventer tout ton univers, d'inventer les langues qui sont parlées depuis des éons, etc. Tu prends une carte, tu dis bon là il y a des donjons à peu près, là il y a 2-3 villes importantes, et t'es même pas obligé de préparer les donjons parce que tu dis le jour où ils iront dans un donjon, je trouverai un one-page dungeon. Donc c'est assez marrant, il y a même un générateur aléatoire de one-page dungeon sur Watabu, sur Itch.io. Très fort. Alors, c'est sûr, ça va pas forcément être un truc hyper policé, puisque c'est, comme on l'a dit, c'est un générateur aléatoire, donc ça va te donner 2-3 indications, mais ça peut être un moyen de créer une sorte d'intérieur sans réfléchir à faire tout soi-même pendant des heures. Ça peut faire une bonne base pour commencer un donjon, ce générateur, je trouve. Donc voilà, c'est ça que j'avais à dire. On va s'arrêter là. On a beaucoup parlé, c'était assez dense. Je pense que ça va être assez difficile de faire comment on appelle ça, des timecodes, parce que d'habitude il y a un peu plus des phases, alors que là on a mélangé les défauts, les qualités. Attends, mais ça c'est pas un défaut, mec, parce que tu peux faire ça. Mais je pense que ce sera très intéressant quand même. J'espère que ça s'est bien passé pour vous, Shwibidi, Dragan et Killer Clown. Donc merci à vous si vous êtes arrivés à ce stade de la vidéo. Si vous voulez participer à des tables rondes du même genre, n'hésitez pas à venir sur le Discord. Comme ça, vous verrez quand il y a des sujets de proposer, ou bien vous pourrez proposer des sujets. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à la partager, à la regarder plusieurs fois, à prendre plusieurs ordinateurs avec des comptes YouTube différents et à la faire tourner en boucle. Non, absolument pas. Mais n'hésitez pas à donner un petit coup de main pour la visibilité. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt sur le bon MJ, et merci à tous les trois pour votre participation, et à la prochaine. Ciao.